Bonjour. Donc je suis psychologue, je vais me présenter un peu plus, histoire qu'on puisse un peu plus faire connaissance. Alors je suis psychologue clinicien, mais également psychologue social et interculturel. Je suis aussi victimologue et psychotraumatologue. Donc ça fait maintenant depuis 2015-2016 que je me suis spécialisé dans toutes les questions d'emprise pathologique, notamment à travers mon petit passage, ma petite carrière en prison, en tant que psychologue. Bien que j'ai pu me rendre compte à quel point les prisons étaient remplies d'êtres humains aussi, et que ça nous rend un peu plus humbles aussi, parce que je me suis aussi rendu compte que autant moi que eux, que vous, j'imagine, d'une manière ou d'une autre, pouvons malgré nous retrouver également en prison. Et donc c'était aussi une manière d'être un peu plus humble par rapport à nous-mêmes. Je ne m'attendais pas à devoir me présenter. Je suis aujourd'hui indépendant, donc j'ai une clinique qui est purement privée. Je suis passé par la case prison, par la case associative de manière générale, hein, psychologue dans les Marolles, assistance aux plus démunis dans les Marolles. Je suis passé par la case thèse, où j'ai débuté une thèse sur les processus de radicalisation, que j'ai abandonné après 2 ans pour me consacrer uniquement à ma clinique privée. Je suis entre-temps devenu formateur à l'ULB, où j'ai été coordinateur de recherche et de formation dans la formation en victimologie et psychotraumatologie, en hypnose et en EMDR. Quoi d'autre? C'est déjà bien assez. Voilà, donc je vais commencer. Alors, j'ai même une zapette. Ascenseur émotionnel. Bon. Voilà, avant d'accepter cette présentation, j'aurais dû quelque part un peu plus y réfléchir, parce que je me suis confronté à une énorme difficulté, c'est comment réussir à vulgariser ma pratique pour que vous puissiez saisir quelques éléments pertinents. Parce que des informations, il y en a, beaucoup, beaucoup trop. Pour essayer de comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à commettre l'impensable, déjà ne serait-ce que d'y penser, alors le comprendre, c'est quelque chose d'encore plus complexe. Mais ne pouvant être responsable quelque part que de ma pratique, je suis parti de là. Et à ce titre, il existe peut-être le déposer plutôt que le tenir. C'est pas le bon. Ah, oui. Non, je vais faire un effort. Donc, il y a une orientation en psychologie. Petit sondage, combien de psychologues dans la salle? Ok. Combien de policiers dans la salle? Ah, super. Ça fait plaisir. Donc, je vais essayer de vulgariser un maximum. Donc, il y a une orientation particulière en psychologie qu'on appelle la psychanalyse. Alors, les psychologues vont déjà lever les yeux au ciel. Et avant de me rendre compte que vous avez déjà décroché, je vais peut-être vous rassurer, ou plutôt me rassurer en disant que mon approche est avant tout intégrative. Et l'approche intégrative signifie simplement que je tente d'englober dans un tout commun ce qui est pertinent dans l'ensemble des orientations en psychologie, ce qui est une manœuvre très difficile à faire. Mais pour intégrer, il faut vulgariser, donc je vais essayer d'utiliser des termes plutôt communs. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner quelques indications sur ce que c'est qu'une structure de personnalité, selon la psychanalyse lacanienne qui est la mienne. Alors avant de poursuivre, j'ai tout de même quelques précautions préliminaires, pour que vous puissiez aussi comprendre un peu plus mon approche. Les dénominations d'auteurs et de victimes sont très codifiées d'un point de vue juridique, d'un point de vue exécutif et d'un point de vue législatif. Et ça me permet de vous expliquer que, de mon point de vue en tant que psychologue, les choses sont bien plus fragiles que cela. On peut autant considérer qu'un auteur puisse être victime qu'une victime puisse être auteur. En somme, nous avons les auteurs qui sont victimes avant tout d'eux-mêmes. Nous avons des auteurs qui sont, à travers leurs attitudes et comportements, expriment simplement des déviances préexistantes. Et il y a aussi des victimes auteurs qui, malgré eux, consciemment ou inconsciemment, peuvent se rendre coupables de transgression. Alors, aussi j'utilise les mots auteur et victime, c'est pour simplifier mon discours,
même s'ils sont du même genre grammatical, je n'entends pas par auteur qu'il s'agit nécessairement d'un homme, et je n'entends pas par victime qu'il s'agit nécessairement d'une femme. Même si les statistiques malheureusement montrent que les hommes sont bien plus nombreux que les femmes. Aussi, il n'existe aucun profil type, et chaque cas particulier mérite sa propre réflexion évidemment. Quelque chose qui s'applique à l'un ne s'applique pas nécessairement à l'autre. Alors il y a quelque chose que j'aime appeler la notion de psychologie quantique, c'est pour dire à quel point certaines choses sont incompréhensibles. C'est comment essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous, avec des mécanismes différents, avec une perception de la réalité qui est différente. Et donc l'idée c'est, pour approcher cela, il faut pouvoir comprendre qu'il faut avant tout se soustraire à nous-mêmes pour essayer de comprendre l'autre, et paradoxalement se connaître suffisamment pour comprendre qu'en chacun de nous réside aussi le potentiel du mal. Et donc c'est plutôt complexe comme manœuvre. Dernier constat, plutôt qu'une remarque, c'est s'il y a violence post-séparation, c'est qu'il y a eu violence pré-séparation. L'un ne va quasiment jamais sans l'autre. Et donc les violences s'inscrivent systématiquement dans une logique de continuité. Alors je vais commencer. Pour revenir à mon approche, donc, je pars d'une base structurelle, c'est-à-dire de perception et de construction de la réalité qui sont différentes. Et selon cette approche, tout être humain, indépendamment de sa culture d'origine, fonctionnerait selon certains mécanismes. Alors qu'est-ce qu'une structure, vous allez me dire? C'est ce que vous avez peut-être déjà entendu très vulgairement par névrose, psychose et perversion. Et à quoi ça peut nous servir ici? C'est l'idée que les structures de personnalité répondent à trois questions fondamentales dans la construction de la réalité. C'est comment je construis justement la réalité dans laquelle j'évolue, quel est l'ordre du monde, quelle est ma place dans ce monde, et quelle est la place de l'autre dans ce monde. Comprenez déjà qu'en fonction des réponses que l'on va donner à ces questions, la manière dont on va considérer notre couple, nos enfants, nos amis, nos collègues, les autres êtres humains, ou les autres êtres vivants de manière générale, peut être radicalement différent et reposer sur des enjeux personnels très différents. Donc, la psychanalyse de Freud à Lacan suppose que nous appartenions à une structure clinique qui est déterminée dans les premières expériences de la prime enfance, dans l'univers familial dans lequel nous naissons, jusqu'à plus ou moins l'avènement du langage, et qui déterminerait nos modalités de fonctionnement pour le restant de notre vie. Cela signifie qu'une fois que la structure est définie, nous ne pourrons pas passer d'une structure à une autre. Pour simplement dire, le névrosé reste névrosé, le psychotique reste psychotique, et le pervers reste pervers. Alors évidemment, socialement, dire que quelqu'un est névrosé, c'est pas très sympa. Dire que quelqu'un est psychotique, c'est encore moins, et dire que quelqu'un est pervers, c'est clairement pas sympa. Mon approche à moi, c'est de dire que chaque être humain est construit à travers l'une de ces structures, et que ces structures ne sont pas des maladies. Ce n'est pas une pathologie, ça ne se soigne pas. Ça définit simplement la manière dont une personne va concevoir et construire sa réalité, et la fonction que vont prendre ces symptômes en fonction de cette même réalité. Oui, alors on va parler aujourd'hui de folie au sens social, bien que si vous voulez mon avis, on est tous un peu fous d'une manière ou d'une autre, et que on est tous capables de dire et de faire les mêmes choses, mais que ce sont dans les intentions que résident les différences. Donc on est tous techniquement capables de devenir auteur et de commettre un acte irréparable. Alors me voilà bien embarqué, je viens tous et toutes de vous traiter d'auteurs potentiels, mais attendez les questions-réponses pour m'insulter si vous voulez bien. Voilà, faire le lien avec le public, c'est fait. Donc, le complexe d'Oedipe, alors vous avez certainement déjà aussi entendu parler, hein, c'est cette... cette histoire où Oedipe tue son père et épouse sa mère, mais peu de gens ont retenu que quand Oedipe l'a su, il s'est crevé les yeux et que tous ses descendants ont été maudits pendant des générations. Donc, morale de l'histoire, tuer son père, épouser sa mère, c'est mal.
Mais en réalité, le complexe d'Oedipe nous permet de comprendre la manière dont l'enfant va ou non internaliser deux éléments importants pour sa survie. La loi, d'une part, qui interdit et impose des limites et oppresse, et l'affect de l'autre, c'est-à-dire ce qui permet la construction d'un imaginaire et d'une vie intérieure. Donc une triste expérience, malheureusement, a montré que si l'enfant n'a ni l'un ni l'autre, il aura plus qu'une tendance à se laisser mourir, malheureusement. Alors c'est une expérience qui a été menée par Frédéric II, donc je vais taire le nom de famille parce que je serais incapable de le prononcer, pendant la première moitié du XIIIe siècle, pendant la période des croisades, où dans le contexte géopolitico-religieux, l'idée c'était de pouvoir savoir quelle était la première langue de l'enfant, si on ne lui parlait pas, et si on ne lui prodiguait finalement aucun soin autre que son hygiène et son alimentation. Donc le sympathique Frédéric a pris des orphelins et a demandé aux gouvernantes et aux nourrices de simplement les nettoyer et de les nourrir sans leur ni les caresser ni leur adresser la parole. C'est atroce. Et l'idée c'était de voir quelle langue allait arriver en premier, si c'était le latin, l'arabe, l'hébreu ou simplement la langue maternelle de leurs parents. Écoutez, vous imaginez bien qu'aucune langue n'est apparue, et pire encore, les enfants sont morts. Ils se sont laissés mourir. Donc aucun de ces enfants n'est arrivé à l'âge adulte. Une étude similaire a été réalisée dans les années 50 par Arlot, là avec des singes, qui quelque part est tout aussi abominable. L'une des distinctions qui nous intéresse le plus ici, c'est le rapport à la loi, évidemment. Il ne s'agit pas ici uniquement de la loi au sens juridique, mais une loi symbolique, les lois qui organisent la manière dont notre réalité est organisée. L'enfant devenu adulte, qu'il soit névrosé, psychotique ou pervers, aura développé son propre rapport à cette loi, et donc à l'autre en général. Et l'idée, c'est de pouvoir justement vous décrire quel est le rapport à cette loi, pour vous exprimer aussi comment est-ce qu'on peut être amené finalement à transgresser des lois aussi essentielles que le fait de pouvoir commettre des actes irréparables, que par rapport, par ailleurs, à des violences qui sont purement anodines, banales, sourdes, implicites du quotidien, à celles qui peuvent être aussi délétères que le témoignage que nous avons entendu. Donc la différence fondamentale entre les structures, c'est que le névrosé, qui est quelque part le suffisamment sain du bazar, en réussissant à internaliser l'idée d'une loi auquel il doit se soumettre, va par la même occasion comprendre que c'est l'autre qui crée les lois, l'autre avec un grand A. Pas les petits autres, vous et moi, mais une forme de discours général du bien et du mal, de ce qui est convenable, de ce qui n'est pas convenable. Il ne les incarne pas, il ne peut pas les utiliser, il ne peut pas en faire ce qu'il veut. S'il les transgresse, c'est là où ça a un coût. Le névrosé qui transgresse une règle ressentirait de la culpabilité, ou de la honte par exemple. Et la culpabilité va le pousser à vouloir réparer cette transgression. Alors dans le couple, le névrosé a une tendance à investir son couple. Il va faire lien avec l'autre. L'autre qui est par la même occasion va devenir une forme de loi organisatrice de sa réalité. L'autre va pouvoir nous influencer. L'autre aura du crédit, plus qu'un autre, plus qu'un inconnu. Et donc, ça permet à l'idée du faire un dans l'idée du couple de progressivement se transformer en l'impossibilité de faire un et de construire un faire un à deux dans lequel, si cela est réciproque, les deux personnes de ce couple vont pouvoir s'adapter l'un à l'autre.
Le névrosé aussi peut être poussé à transgresser les lois qui organisent le rapport entre les êtres humains. Inconsciemment ou consciemment, comme je vous l'ai dit. Surtout face à la détresse d'une séparation qui bouleverse tellement la réalité de la personne et que le vice de consentement dans le fait de faire couple est tellement grand que l'auteur ne peut pas suffisamment lui donner du sens par lui-même. Et c'est cette quête de sens, justement, qui peut également le pousser à, admettons, au harcèlement, par exemple. Harceler l'autre membre du couple pour avoir des réponses, pour pouvoir faire du sens, pour trouver une forme de logique dans ce qui s'est passé. Surtout si la personne a investi énormément de lui-même dans ce couple et a construit énormément de choses, ou a construit une forme de dépendance absolue vis-à-vis de l'autre. Ça peut mener à l'harcèlement, ça peut mener à des violences autocentrées, ça peut mener à des tentatives de suicide, mais ça peut aussi mener au meurtre, prémédité ou non. Surtout si, face au truchement de la réalité de l'autre qui se dit alors être victime de la situation, l'auteur se voit, en plus de la séparation, parce qu'il ne s'agit pas juste de se séparer, mais aussi accablé d'une perte beaucoup trop grande à pouvoir internaliser. S'il perd ses enfants, s'il perd son travail, réputation à part, s'il, pendant le couple, il a été victime de violences, qu'il a pu perdre une forme d'intégrité physique ou psychologique aussi pendant le couple. La détresse ressentie, là, lui fait perdre la possibilité finalement de pouvoir s'imaginer autrement, de pouvoir imaginer un avenir, et c'est là où on peut aussi parler du passage à l'acte, c'est que le sujet, à un moment donné, dans un claquement de doigts, passe à l'acte, sans même pouvoir avoir le contrôle sur lui-même. Et donc de commettre l'irréparable, que ce soit prémédité ou non. Dans la psychose, le DIP est quelque part échoué. La loi présente dans l'univers familial est beaucoup trop féroce, beaucoup trop présente, à un point tel qu'elle disqualifie la possibilité à l'enfant de pouvoir acquérir les soins nécessaires en termes d'affection dans la prime enfance. Et donc c'est l'affection qui est soit disqualifiée par une tierce personne qui impose une violence morale extrême ou une violence physique, pouvant aller jusqu'à l'inceste, soit parce qu'il n'y a simplement pas d'affection. C'est ce qu'on appelle pas vulgairement, mais techniquement, une relation anaclictique. Ce genre de mot que j'ai essayé d'éviter de mettre dans mon PowerPoint. Mais c'est le terme scientifique pour dire que le premier preneur de soins, qu'il soit le père, la mère, le grand-parent, la sœur, le frère, peu importe, n'a pas su offrir à l'enfant les soins affectifs dont il a eu besoin, dont il a viscéralement besoin. Donc, l'enfant ne pouvant faire sans affection, retenez que l'enfant, pour un développement suffisamment sain, a besoin d'une loi qui cadre et d'une affection qui permet l'émergence d'une vie intérieure. Sans affection, l'enfant ne peut que tenter d'incarner cette affection. Et donc de refuser quelque part l'ordre du monde dans lequel cette loi beaucoup trop froide ou beaucoup trop violente veut lui imposer. Et donc face à cette violence intrafamiliale, de violence physique, morale, voire incestueuse, ou à la négligence du premier preneur de soins, le sujet n'a pas d'autre choix pour survivre. Il doit inventer une réalité. Puisqu'il invente, il est au centre de son monde. Et puisqu'il est au centre, il est concerné par tout ce qui l'entoure. Et ce qui l'entoure le persécute, mettant à mal la stabilité justement de la construction de sa réalité. Chaque élément de son environnement qui va mettre à mal l'invention de sa réalité va être vu comme persécutant. C'est là où, si je caricature, on peut voir les paranoïaques. On me ment, on me voit, on me suit, on nous arnaque, etc. etc., etc. Donc le psychotique, puisqu'il invente, il incarne les lois. Il incarne les lois qui organisent sa réalité. Toute transgression que commet la victime à ces lois est une transgression faite à lui-même.
Puisqu'il invente sa réalité, tous les efforts du psychotique s'articulent autour de la nécessité absolue de maintenir cette réalité en place, coûte que coûte. Et pour cela, il délire. Et le délire est propre à la psychose. Et donc c'est dans cette même réalité inventée, où tout est entretenu par l'imaginaire de l'auteur lui-même, qu'il se met en couple aussi. Et donc l'idée du faire un dans le couple arrange bien le psychotique. Ça permet simplement de ne pas avoir nécessairement à devoir se confronter à une réalité différente ou à des critères différents en termes de construction de la réalité au quotidien. Mais le faire un est forcément impossible. On est tous différents d'une manière ou d'une autre, et surtout avec la victime. Alors ce faire un se transforme progressivement en faire un à tout prix, quitte à devoir commettre des violences quotidiennes pour empêcher l'autre de dériver ou de présenter des choses qui finalement s'écartent de la réalité qu'il aurait construite. Alors, petite précision par rapport à la psychose, ce qu'on entend par psychose vulgairement, c'est les gens qui crient dans le métro. Ça, c'est clair. Mais la psychose, c'est pas ça. La psychose est souvent une psychose ordinaire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont psychotiques, mais qui fonctionnent tout à fait convenablement. Et d'ailleurs, dans mon parcours, j'ai rencontré pas mal de psychotiques, forcément, surtout en psychiatrie, et j'ai passé des moments formidables. La plupart du temps, c'était des gens sympathiques, intelligents, ouverts, simplement en souffrance d'eux-mêmes d'une réalité qu'ils n'ont pas pu construire et stabiliser eux-mêmes, et donc ils décompensent, et pour maintenir leur réalité en place, vont développer des symptômes encore plus grands. Et donc c'est comme ça que vous allez avoir des psychoses qui se prennent pour Dieu, qui se prennent pour Jésus, qui se prennent pour tout et n'importe quoi finalement, tant que ça a du sens dans leur réalité. Un jour, j'ai rencontré le Messie, quelqu'un qui se prenait pour le Messie, et j'ai rencontré quelqu'un qui se prenait pour le Mahdi. Alors le Messie, c'est celui qui prêche la bonne parole de son vivant, et le Mahdi, c'est celui qui attend l'Apocalypse pour prêcher à ce moment-là. Ils ne se sont jamais rencontrés. C'est dommage. J'aurais bien aimé, mais... Et c'était deux personnes très intéressantes. Et tout à fait cultivées, tout à fait capables de travailler, d'avoir malgré tout une forme de bon sens dans leur discours. Bien plus que quelque part que nous puissions en avoir aussi. Donc dans le couple, avec une psychose, la victime de ce couple n'a pas d'existence à part entière. Elle est ce que l'auteur veut qu'elle soit. Donc une violence physique ou morale se justifie d'elle-même, par l'auteur lui-même, contre toute tentative de la victime à être autre chose que ce que l'auteur lui-même est convaincu qu'elle est. Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase. En gros, elle n'a pas le choix. Elle doit être ce que l'auteur est convaincu qu'elle est déjà. Lors de la séparation, la victime est souvent perçue comme la seule responsable. L'auteur ne joue pas, là. Il ne croit pas. Il est convaincu de ça. Je ne sais pas si vous saisissez la différence entre la croyance et la conviction. La croyance, c'est on peut se tromper. Il y a un doute qui s'installe. Être convaincu de quelque chose, c'est qu'il n'y a pas la place au doute, justement. Donc quand la victime part, l'auteur, lui, va s'acharner contre ce qu'il pense être la seule et unique responsable de son mal-être, voire de sa décompensation. Et donc, malgré elle, la victime, là, va rejouer les violences infantiles qu'il lui-même a pu connaître dans son enfance. Et comme c'est son imaginaire qui crée sa réalité, il existe un champ du possible tellement vaste et tellement fou dans la manière dont l'imaginaire peut créer. On a tous un imaginaire, hein. L'imaginaire est fabuleux, l'imaginaire peut tout créer. Mais si on fonctionne uniquement sur cet imaginaire, il y a un champ du possible qui est en même temps merveilleux, mais en même temps macabre dans tout cela. Et ça peut aller potentiellement de la soumission absolue à la démonologie, voire à l'extrême mégalomanie, à l'extrême peu de puissance.
La perversion, alors je ne l'ai peut-être pas dit en me présentant, mais ma spécialisation c'est l'emprise pathologique et notamment du coup les questions de perversion narcissique font intégralement partie aussi de cette problématique-là. Et dans la perversion, ce n'est pas l'affect qui est absent, mais c'est la loi qui est absent. La loi qui est censée organiser justement les limites, qui est censée oppresser, qui est censée cadrer, qui est censée nous pousser à prendre soin de l'autre parce que l'autre est plus important que nous, surtout dans le couple. Là, cette loi, elle est soit absente, soit disqualifiée, dans la même dynamique que dans la psychose. En gros, il n'y a pas eu la place pour l'éducation. La place pour l'éducation des limites et pour la confrontation à l'autre. Ça veut dire qu'au contraire, l'affect prend toute la place et l'enfant est rendu une forme d'objet du parent, l'empêchant non seulement de se confronter à lui-même, mais aussi de se confronter à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'enfant idolâtré, sans rentrer dans un parallélisme avec l'enfant roi, mais on y est quelque part. Donc face à l'autre, l'enfant, il sera toujours innocenté, protégé, déresponsabilisé, déculpabilisé, déhontifié, c'est pas un mot qui existe, mais vous l'aurez compris. Donc l'enfant ne va pas internaliser les éléments psychiques nécessaires au traitement de la culpabilité et de la honte. La culpabilité nous permet de réparer une transgression, et la honte nous permet de récupérer une place dans la communauté. Donc la honte, pour l'expliquer, ce que j'aime dire souvent, c'est que si je tombe dans la rue, mon premier réflexe c'est de savoir si personne ne m'a vu. Si je tombe avec des amis et qu'ils rient, il y a de fortes chances que je commence à rire avec eux. C'est une manière de récupérer une place, de sortir de cet état de honte dans lequel je me trouve. Et donc la honte, comprenez bien que dans le couple, elle est essentielle. La culpabilité dans le couple, elle est essentielle. Et c'est ce qui permet justement de faire un à deux et de s'adapter à l'autre. Et on espère que cela puisse être réciproque. Ce qui, comprenez-le bien, comme nous avons un rapport à la loi qui est différent, ben forcément ce n'est pas forcément réciproque. Donc le seul moyen là pour l'enfant, entre guillemets, pervers en devenir, le seul moyen d'y survivre, c'est d'utiliser cette loi sur les autres. Pour qu'elle ne s'applique pas évidemment sur lui, comme il n'a pas les outils psychiques pour pouvoir la traiter. Donc le pervers ne se soumet à aucune loi qui le contraindrait, au contraire. Il utilise ces lois contre les autres sans que celles-ci ne s'appliquent à lui. Il peut, du coup, accuser l'autre d'une transgression que l'autre n'a pas commise, ou qu'il commet lui-même. C'est là où on trouve des auteurs capables de défendre la lutte contre les violences conjugales ou contre les violences faites aux enfants, tout en commettant lui-même ces mêmes violences à l'abri des regards. Et je ne voudrais pas créer une panique générale, mais ma pratique, malheureusement, a prouvé qu'il y en a beaucoup, trop, dans l'absolu. Donc ces lois, puisqu'il les utilise, il les connaît. Et il sait les utiliser contre la victime. Et c'est donc aussi dans cette logique qu'il fait couple. Donc le pervers a viscéralement besoin, il faudrait que j'évite d'écrire certains mots, besoin de l'autre pour survivre à son vide intérieur. Rappelez-vous, il n'a pas de vie intérieure, il n'a pas la possibilité d'avoir eu la possibilité d'avoir construit finalement les outils psychiques qui lui permettent de créer une forme d'imaginaire riche et capable de pouvoir supporter justement la culpabilité, la honte, le doute, etc. etc. Et donc, il envie l'autre d'avoir ces qualités. Il envie l'autre d'avoir des qualités qu'il ne peut pas avoir lui-même. Mais paradoxalement, il ne veut pas que la victime puisse les exprimer ailleurs, parce qu'il en a besoin. Et donc l'idée du faire un se transforme dès que la victime est liée et qu'elle ne peut plus partir. C'est souvent ce qu'on voit dans les cas de perversion, c'est qu'une fois que
il y a des engagements communs, une fois qu'on habite ensemble, une fois qu'on a un enfant, une fois qu'on achète un bien, une fois qu'il y a une forme de codépendance dans le couple. Là, le pervers se permet quelque part de se dévoiler dans la vie quotidienne. Mais comme il ne peut pas faire un avec l'autre, parce qu'il est quelque part unique, et que faire un avec l'autre, c'est se rendre compte qu'il a à devoir culpabiliser, à devoir douter de lui-même, à devoir avoir honte de lui-même, eh ben, se faire un se change en faire deux à tout prix. Empêcher l'autre de pouvoir finalement être son semblable ou son même. Donc le pervers n'a ni même ni semblable, et pourtant il est vide. Pour ne pas faire face à ça, il doit détourner les qualités ou détruire l'autre. Alors étymologiquement, la perversion ne signifie pas destruction, elle signifie détournement. C'est détourner l'autre de ses qualités. Ce n'est pas nécessairement détruire l'autre. Il a besoin de l'autre. L'autre le nourrit. Il a besoin de l'autre pour survivre. Et donc l'autre ne doit pas être détruit, il doit être détourné. Et il doit rester. Et c'est aussi absurde que si je constate que l'autre est au sol, je peux constater que moi je suis debout. C'est aussi absurde que ça. Debout, donc supérieur. Donc lors de la séparation, l'auteur n'a aucune raison de s'arrêter. Au contraire, c'est d'autant plus vital pour lui que de continuer. Et donc il s'acharne pour non seulement continuer l'emprise pathologique qu'il a sur la victime, parce qu'il y a une nette différence entre se séparer de quelqu'un et rompre avec quelqu'un. On peut se séparer sans rompre, on peut rompre sans se séparer. Ça, c'est une distinction qui est importante à tenir à l'œil, parce que ce n'est pas parce qu'on ne vit plus avec la personne qu'on n'est pas encore sous son influence, d'une manière ou d'une autre, surtout quand des enfants sont en jeu, ou des enjeux qui sont vitaux, hein, comme des enjeux financiers. Et là, la fin justifie les moyens. La fin, donc les objectifs du pervers, qui soient sadique, moral, pervers, masochiste ou psychopathe. Et la fin FAIM, se nourrir du narcissisme de la victime, et tous les moyens sont bons, jusqu'au paroxysme évidemment, de la violence physique ou morale, à travers, malheureusement, et c'est un peu l'un des dominateurs communs de ma pratique dans ce cas de figure, c'est à travers même les instances qui sont censées les protéger. La police, la justice, l'administration, le système associatif. La bienveillance des personnes qui veulent soutenir une personne qui se présenterait comme victime de l'autre, mais qui est en réalité l'auteur. Donc, pas de profil type, mais trois structures différentes, fonctionnant de trois manières différentes, avec des rapports à la loi qui sont différents. Le névroseur a une tendance à se soumettre à la loi. Le psychotique incarne les lois, donc il en fait quelque part ce qu'il veut, et toute transgression se justifie d'elle-même. Et le pervers n'incarne pas les lois, il est au-dessus des lois, donc il en fait ce qu'il veut. Ces lois s'appliquent aux autres, mais pas à lui. Alors que le psychotique, lui, ces lois s'appliquent à lui. Sauf que comme il en fait ce qu'il veut et qu'il en invente à chaque fois qu'il en a besoin, bah finalement, il y a beaucoup de similarités par moment entre une perversion et une psychose. Donc, c'est bien beau tout ça. J'espère que j'ai été compréhensible, parce que c'est loin d'être une chose évidente à essayer de vulgariser et à comprendre dans l'absolu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quelque part de ces informations ? Comment accueillir un auteur dans vos pratiques ? Quelle posture adopter dans l'accompagnement ou l'évaluation d'une situation ? S'il y a bien une information à garder en tête, c'est que l'auteur, quand il se présente chez moi ou chez vous, ben, il n'a pas écrit sa structure sur son front. Il vient pas, il dit pas je suis pervers, ou je suis psychotique, ou je suis névrosé. Ça, c'est plutôt ma grille de lecture à moi.
Donc entre le névrosé en détresse, le psychotique en délire ou le pervers et ses manigances, difficile de s'y retrouver. Finalement, on n'a que des êtres humains en face de nous. Donc, chose est sûre, c'est que rien ne peut déresponsabiliser l'auteur des faits qui lui sont attribués s'il s'avère être coupable. Ça, je suis intransigeant vis-à-vis de cela. Nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. Mais, vous l'aurez peut-être déjà compris, mais le rapport à la loi, c'est très subjectif finalement aussi. Et donc d'une structure à une autre, le rapport à la loi est différent. Et donc je vous propose ici des postures qui quelque part sont propres à ma pratique, mais qui, je l'espère, pourront vous donner quelques pistes ou quelques idées qui pourraient peut-être être pertinentes aussi dans vos pratiques respectives. Alors vient se poser la question de la posture de l'intervenant. Comment accueillir et travailler avec les auteurs? Pour ma part, la réponse est quelque part très simple en tant que psychologue. C'est comme les victimes. Rien de différent. Quasiment rien de différent. Pas de distinction. Je ne prendrai pas plus parti pour la victime que je prendrai parti pour l'auteur. Autrement, c'est la qualité de mon travail qui pourrait s'en sentir atténuée. Enfin, pour peu qu'elle soit qualitative, par ailleurs. Même si, évidemment, il est évident que certaines situations méritent des postures quelque peu différentes. Il faut aussi s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Mais il n'y a pas nécessairement d'ordre dans les postures que je vais vous proposer, c'est simplement quelques idées, des postures que j'applique moi dans ma pratique et qui pourraient peut-être vous soutenir également. Donc la première posture, c'est la posture éthique, parce que nous faisons, indépendamment du domaine dans lequel vous êtes, est une science sociale. Mais ça reste une science. Elle est molle, certes, mais ça reste une science. Et c'est une science qui est censée être critique et réflexive. Et qui pense pouvoir traiter l'humain, évaluer l'humain, accompagner l'humain. Donc nous-mêmes. J'entends malheureusement encore trop souvent que les psychologues se soustraient un peu de cela. Ça s'applique aux autres, ça ne s'applique pas à moi. Quand on parle de stéréotypes, de préjugés, de discrimination, j'ai souvent entendu, c'est les autres qui ont des stéréotypes, c'est les autres qui ont des préjugés, c'est les autres qui font la discrimination. Non, on en fait aussi. C'est juste qu'à partir du moment où on a conscience, il s'agirait d'en changer. Mais c'est quelque chose qui est humain, qui fait partie de notre condition d'être humain. La question que je me pose, c'est systématiquement, et que je mets sur la table de discussion apparemment, c'est pour qui je me prends, pour qui je le prends, la personne qui est en face de moi, et à quel type de relation j'ai envie de collaborer. Et plus généralement, pour quel monde je travaille. Et donc je suis déterminé, personnellement dans ma pratique, à vouloir autre chose que du pouvoir, de la domination, de la répression, de l'exploitation, de l'imposition, de la manipulation, j'en ai plein, de l'humiliation, de l'infantilisation de l'autre. L'accompagnement suppose de facto que l'autre est tout sauf quelqu'un que je dois effrayer ou séduire. L'auteur, comme la victime, et ce travail-là peut paraître un peu paradoxal, mais il est quelque part équivalent, c'est que l'auteur a ses propres ressources, capacités, aptitudes et compétences, et qu'il sait prendre des décisions. S'il est auteur, c'est qu'il en a pris une, bon gré, mal gré. Et donc je ne me mets pas à sa place. Je ne pense pas à sa place. Je ne dis pas à sa place. Et je ne fais pas à sa place. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Si vous donnez un conseil qui s'avère être dangereux pour la personne elle-même ou pour les proches, ce n'est pas vous qui en tirez les conséquences. C'est soit l'auteur, soit la victime. Et donc c'est important de garder ça en tête. Ma volonté n'est pas d'être moralisateur, parce que ça peut le paraître, mais c'est important tout de même. La posture de non-savoir, là c'est très simple pour moi, c'est que je ne sais rien.
Et ne rien savoir permet de récolter des informations. Et ça, je pense que, en tant que psychologue, en tant que policier, en tant qu'avocat, en tant que juge, c'est quelque chose qui me semble être important. Que je me retrouve. Donc le savoir est du côté de l'autre que j'accueille. Je privilégie ce qui permet les échanges. Je questionne plus que je n'affirme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jouer l'ignorant ou faire l'imbécile, bien que, croyez-moi, quand vous faites face à un pédophile ou à une personne qui a commis des actes terroristes, là, de temps en temps l'approche naïve est l'approche la plus fructueuse pour récolter des informations. Mais qu'il faut avant tout favoriser la recherche d'informations, voir si c'est possible d'un sens partagé et utile. Donc la posture du dialogue, de sujet à sujet, de personne à personne, laisser à l'autre la place qu'il souhaite prendre pour ainsi permettre le dévoilement de la parole. Si on brusque l'autre, on perd des informations. La posture d'écoute, alors écouter oui, être attentif oui, mais pas seulement, il faut interagir, il faut répondre, questionner, forcer l'auteur à questionner sa propre réalité, mais aussi à soulever ses propres contradictions. Je ne sais pas combien de temps il me reste, si j'ai déjà dépassé ou pas. Donc la posture émancipatrice, c'est tant pour l'auteur que pour soi offrir un environnement qui soit une opportunité de grandir en humanité, en autonomie, en capacité de penser et d'agir sur le monde. Alors en revanche, l'accompagnement, ça ne peut pas être que de la bienveillance. Hein, la vie réelle n'est pas faite d'amour et d'eau fraîche. Hein, il faut être aussi réaliste dans nos pratiques. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas porté à la connaissance de la personne que j'accueille. Donc tout ce qui, jusqu'alors, permet de faire lien avec la personne que j'ai en face de moi. Alors faire lien, par moments, c'est super facile, parce qu'on a quelqu'un de suffisamment sain et équilibré devant soi. Mais faire lien avec un pédophile, faire lien avec un terroriste, faire lien avec quelqu'un qui a battu sa femme à coups de batte, faire lien avec quelqu'un qui est dans la traite d'êtres humains, c'est chaud. Mais c'est nécessaire et essentiel. Tout ce qui va suivre, par contre, permet de ne pas oublier l'essentiel, c'est qu'on travaille. Et ça permet de garder justement une juste proximité-distance avec les personnes que nous avons en face de nous. Et donc il faut jouer en même temps entre notre sensibilité à la souffrance de l'être humain en général, donc la proximité, essayer de faire lien, et notre recherche d'objectivité, évidemment. Et donc ça, de faire distance, de essayer de rester autant que faire se peut neutre. Alors, on entend souvent que le psychologue doit être neutre et impartial. Je ne suis pas du tout impartial dans ma pratique. Quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit souffrir parce qu'elle a vécu des choses atroces, je ne peux pas rester impartial. Je prends parti pour le bien-être de mon patient. Moi, je peux le faire. Je ne suis pas policier, je ne dois pas tenir un cadre rigide et quelque part qui contraint bien plus que le mien. Mais par contre, je reste neutre. C'est-à-dire que je me permets de poser des questions qui peuvent paraître absurdes, mais qui sont importantes à devoir poser. Je peux demander, une fois que le lien est bien installé, quelle serait la part de responsabilité, quelque part aussi, chez la victime, dans ce qu'il a pu mener à cette situation. Alors c'est dur à entendre, mais c'est aussi important à pouvoir considérer. Et donc avec l'auteur, c'est la même chose. Une fois que le lien est fait, on peut se permettre de poser des questions qui sont alors posées d'une manière relativement naïve pour qu'il ne sente pas cela comme une accusation quelconque, mais poser des questions quand même qui, d'une manière ou d'une autre, l'incriminent clairement. Et si on arrive à créer un lien suffisamment dynamique pour que l'autre puisse se sentir à l'aise, croyez-moi, c'est justement là où vous entendez les intentions sous-jacentes à ces attitudes et ces comportements.
Et donc pour maintenir cette ambivalence entre proximité et distance, ben, il faut de l'endurance et de la persévérance. Hein. Il faut énormément de stabilité. Et ça, c'est le cadre qui nous permet de... 5 minutes. Ouf. Merci. Donc je vais aller un peu plus vite. Du coup, je panique. Ok. L'endurance. L'endurance, c'est durcir, tolérer, supporter, mais surtout durer. Ne pas céder au débordement anxieux, à l'impatience, à nos émotions, et sous les émotions de l'auteur, hein, la colère, dispute, projection, recherche d'un bouc émissaire, etc., etc. Quand je travaillais en prison, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations où j'avais quelqu'un d'agressif devant moi, qui avait un surin, ou qui... Et en prison, on est dans un code qui ressemble à une toilette, quoi, pour faire ces consultations. Donc c'est quelque part très intimidant, et rester justement suffisamment cadré, suffisamment stable. On n'a même pas de bouton d'urgence ni rien du tout, hein, on est livré à nous-mêmes. C'est une tâche ardue. Continuer à prendre ses responsabilités, assumer son rôle, se rappeler de ses priorités, de ses objectifs, hein, tenir la barre. Et je ne dois ni dramatiser au risque d'encombrer l'expression de ce que l'autre a exprimé, ni banaliser évidemment, parce qu'il faut que je reste fidèle à moi-même, et ne pas accepter l'inacceptable non plus. Gardez peut-être en tête aussi que pour le pervers, comme il utilise les lois, il va tenter d'infiltrer ces lois. Il va tenter d'infiltrer votre cadre. Il va tenter d'infiltrer vos méthodes d'une manière ou d'une autre. Il va en profiter d'une manière ou d'une autre. C'est là où vous voyez des personnes qui, les psychotiques peuvent le faire aussi, si le sentiment de persécution est suffisamment grand, et la confiance en la police suffisamment grande aussi, d'accumuler le nombre de plaintes. J'ai une personne comme ça qui a accumulé une trentaine de plaintes et qui systématiquement devrait se retrouver devant la police pour être interrogé, fournir des éléments, etc., etc. C'est très fatigant pour des victimes qui déjà sont dans des situations très fragiles et qui ont justement besoin de ressources et de forces déjà pour leur propre vie quotidienne. Rester optimiste, évidemment. Donc, pour finir, je vous propose quelques indications qui s'inscrivent dans le discours, c'est-à-dire que moins dans ce que la personne vous dit, mais dans la manière dont il vous le dit. Et c'est dans la manière dont on nous dit quelque chose que se cache souvent l'intention. Parce qu'on est tous capables de dire et de faire les mêmes choses. Mais ce que nous disons ne veut pas nécessairement signifier la même chose pour tout le monde. Donc je peux vous dire par exemple que je me sens coupable, mais est-ce que je ressens de la culpabilité ? Ce sont deux choses différentes. Et c'est aussi une manière, justement, de pouvoir manipuler les lois symboliques qui sont censées être les nôtres, en vous faisant penser que je me sens coupable, en vous faisant penser que je suis amoureux de vous, en vous faisant penser mille et une choses, parce que les mots ne sont que des mots. Et donc, ce petit tableau comparatif de quelques éléments qui m'ont semblé être pertinents, je vais vous les présenter. En espérant que ça puisse être pratique pour vous. Donc, 3 places différentes face à la loi. Hein. Soit on est en dessous pour le névrosé, soit on est au centre, c'est-à-dire qu'on l'incarne, soit on est au-dessus, et donc on l'utilise. Et c'est là où vous avez donc déjà des rapports à la loi, ne serait-ce qu'à la loi que vous représentez en termes d'autorité à travers votre statut. C'est-à-dire que c'est l'homme en blouse blanche, c'est l'homme en uniforme, ou la femme, c'est le juge, l'avocat, etc. Vous êtes censé représenter une forme d'autorité. Et donc la manière dont on va s'adresser à vous a une importance, c'est à évaluer, c'est à analyser. Et donc j'ai un exemple que je dois vous le dire, parce que je ne peux pas manquer cette occasion-là, parce que ça parle de policiers, de flics. J'utilise souvent l'idée du bon flic, du mauvais flic et du flic illuminé. Et donc, par rapport à cette question de la loi, c'est que le bon policier, lui, sait qu'il est garant des lois, il les protège. Et donc ces lois, il ne va pas les utiliser contre l'autre, il va les utiliser contre lui dans un premier temps. Et donc il va montrer l'exemple. Et donc il ne va pas se montrer violent à moins que cette même loi lui autorise. Donc il est garant de la loi. Il n'est pas la loi, il n'utilise pas la loi. Il est garant de la loi, tout comme le juge. Le flic illuminé, c'est le flic psychotique.
C'est le flic qui est soit dans un rapport extrémiste à l'application de la loi, soit un anarchisme absolu, il va se demander ce qu'il fait dans la police. Et le flic pervers, c'est le mauvais flic, c'est celui qui, parce qu'il est policier, se permet de commettre des transgressions sous le prétexte qu'il est policier. Et donc c'est quelqu'un qui va pouvoir se montrer agressif, violent, raciste, vulgaire, insultant, tout en accusant l'autre de l'être. Et attention si l'autre l'est effectivement. Donc c'est un peu une manière de pouvoir signifier la différence entre la névrose, la psychose et la perversion. Voilà, je suis désolé pour l'exemple, mais je ne pourrais pas manquer l'occasion. Et donc, la question de l'acharnement est pertinente parce que le névrosé, puisqu'il se soumet à la loi, il en a également peur. Et donc, il aura une tendance à ne pas vouloir s'acharner vis-à-vis de la victime, alors que le psychotique en est capable et que le pervers, lui, ne va pas s'en priver, justement. La préméditation, on est tous évidemment capables de pouvoir préméditer un acte. Et pour le passage à l'acte, pour que vous puissiez quand même comprendre ce qu'est un passage à l'acte, le passage à l'acte, c'est un mécanisme de défense. Une défense pour contrer la confrontation à quelque chose d'insupportable. Et donc on dit la confrontation au réel. Et le réel, c'est la brutalité brute des choses sans détour. C'est quand on est confronté à quelque chose qui ne peut pas avoir du sens, qui est trop brutal, qui est trop sanguinaire, qui est juste brut. C'est l'accident de voiture, c'est le meurtre, c'est la catastrophe naturelle, c'est la confrontation au réel de la mort. La mort, on s'imagine ce que c'est pris en charge par les religions, par les rituels, par les deuils, etc. Mais dans le stress post-traumatique, ce qui fait trauma, c'est la confrontation au réel de la mort. Ça n'a pas de sens, on ne sait pas donner du sens à la mort. Et donc, le passage à l'acte s'active sans que le sujet puisse avoir un contrôle sur ce qu'il fait. Hein, le corps agit sans que le sujet puisse se retenir. Et donc, le passage à l'acte, c'est contre une expérience subjective dans la névrose qui est non symbolisable, ça veut dire qu'il n'a pas de sens imputable, qui fait trop choc d'un coup, qu'on ne peut pas lui donner du sens, ou insupportable dans la psychose, c'est-à-dire non imaginable, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi, c'est un élément qui n'était pas prévu dans sa construction de la réalité. Et dans la perversion, dans un conflit intrapsychique, ça veut dire que comme il n'a pas les outils pour pouvoir traiter cela lui-même et pas d'objet / victime à pouvoir utiliser pour pouvoir projeter cela sur sa victime, ben, il peut aussi passer à l'acte. Donc le rapport à savoir est aussi important, j'accélère. La manière dont l'auteur va construire son récit est tout aussi important. Hein. Le rapport à la loi implique un rapport au savoir. Là où le névrosé croit savoir, il doute. Le psychotique, lui, est convaincu, il délire. Et le pervers dissimule alors qu'il sait, il ment. Il est dans le truchement volontaire de la réalité. Il convient alors de ne pas entrer dans une argumentation avec l'auteur, sans quoi vous le perdrez. Alors que poser des questions entretient le discours et donc procure des informations. Il n'y a donc quelque part qu'avec le névrosé capable de douter de lui-même que nous puissions avoir un dialogue constructif. L'ambivalence et la question du type de discours et de l'indication projective et introjective est aussi pertinente. Le névrosé doute parce qu'il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il sait faire coexister des enjeux contradictoires. Il sait avoir tort et raison en même temps, aimer et détester en même temps, échouer et réussir en même temps, etc. etc. Alors que le psychotique, de son côté, est omnipotent ou omniscient, c'est-à-dire qu'il soit il est tout puissant, soit il sait tout. L'ambivalence dans la névrose, elle est mise au service de son environnement, c'est-à-dire que vous êtes capable de me faire douter sur ce que je pense savoir, et donc me faire changer d'avis. Le psychotique, lui, est manichéen, c'est blanc ou c'est noir, pas les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle le déni, justement une information qui est absente. Soit vous êtes un bon objet, soit vous êtes un mauvais objet, soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Les zones censées être grises sont simplement inexistantes. C'est le propre du déni. Le déni, ce n'est pas
qu'il ne veut pas voir, c'est qu'il ne voit pas. C'est pas qu'il ne veut pas savoir, c'est qu'il ne sait pas. Ça n'existe pas. Contrairement au refoulement qui est un oubli. Hein. Et l'oubli peut revenir. Et le refoulement est propre à la névrose, pas à la psychose. Le névrosé est simplement incapable d'être dans le déni. Alors le pervers, lui, est également ambivalent, mais cette ambivalence est mise au service de lui-même. Ça veut dire qu'il est mis au service de son objectif qui lui est propre. Hein, le psychotique, le pervers va pouvoir dire blanc, noir, gris, jaune, rouge, en fonction de ce qui l'intéresse le plus. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui est pervers qui assumera ses responsabilités s'il n'a pas quelque chose de plus grand à gagner derrière. L'idée aussi, c'est que vous pouvez forcer un pervers à venir à l'heure, mais vous ne pouvez pas le forcer à écouter. Vous allez pouvoir lui faire avouer sa responsabilité, mais vous ne pourrez pas le forcer à culpabiliser. Alors l'identification projective et introjective, c'est... je vais essayer de faire vite, mais c'est compliqué dans ma tête. Je vous donne un exemple simple. Vous réussissez un examen. Vous ratez un examen, pardon. Le névrosé qui est ambivalent va pouvoir dire quand même que soit c'est sa faute, soit c'est la faute de l'autre. Il va être capable de faire les deux. Il sera capable de dire l'examen était difficile, c'est la faute de l'autre, mais c'est vrai que j'aurais pu faire plus. Vous voyez ? Ça, c'est l'identification introjective et projective. C'est en même temps ma faute et en même temps la faute de l'autre. Le psychotique, lui, est capable soit de l'un, soit de l'autre. Soit c'est toujours la faute de l'autre, soit c'est toujours sa faute à lui. Et le pervers n'est capable que de projective. C'est-à-dire que ce sera la faute du prof, de l'examen, du climat, de l'ambiance, de sa compagne. Peu importe, ce sera toujours la faute de l'autre. Je pense que je n'ai jamais fait ça aussi rapidement. Compassion et empathie. Alors, le névrosé et le psychotique sont capables de compassion, avec des intentions différentes. La compassion se définit ici comme la capacité à ressentir ce que l'autre ressent, avec l'autre pour la névrose, et à sa place pour la psychose. Le pervers, lui, n'a pas les outils psychiques pour supporter la compassion. Et il va systématiquement banaliser, disqualifier, détourner, accentuer la souffrance de l'autre. L'empathie, le pervers et le névrosé sont capables d'empathie, avec des intentions différentes, évidemment. L'empathie se définit ici comme la capacité à comprendre ce qui se joue émotionnellement chez l'autre, sans le ressentir soi-même, pour soutenir l'autre et reconnaître sa différence dans la névrose, pour l'utiliser, évidemment, contre l'autre dans la perversion. Le psychotique, lui, comme il invoque le monde dans lequel il est, l'autre ne peut ressentir que ce que lui-même ressent, ou peut ressentir. Et donc, ce n'est pas de l'empathie, c'est un encombrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup.